Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne participe ce vendredi aux travaux de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya. Le ministre de l'Intérieur à Naples, Merad, prit part à la rencontre de coordination quadripartite sur les questions liées à la migration irrégulière. Le Conseil de la Nation renouvelle son attachement ferme à une solution durable au Sahara occidental. Celle-ci passe par l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le Mali dans l'impasse à cause de la junte militaire. Assimi Goïta empêche la tenue des élections pour passer le pouvoir aux civils, entraînant une crise politique et constitutionnelle. La Chine et plusieurs pays occidentaux prévoient de saisir l'OMC concernant les surtaxes américaines. Quels sont les mécanismes dont dispose l'organisation pour régler ce genre de différends? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis sport football avec la suite de la 22e journée de Ligue 1. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf participe ce vendredi aux travaux de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya. Restaurer le rôle de la diplomatie dans un monde fragmenté, c'est le thème de ce forum. Cette édition prévoit l'organisation d'une dizaine d'ateliers portant sur plusieurs questions et dossiers d'actualité. En marge, Attaf aura des entretiens bilatéraux avec ses homologues et responsables d'organisations internationales. Le ministre de l'Intérieur en Italie, Brahim Merad, est arrivé hier à Naples pour participer aux travaux de la rencontre de coordination quadripartite sur les questions liées à la migration irrégulière, et ce à l'invitation de son homologue italien. La rencontre réunit les ministres de l'Intérieur de l'Algérie, l'Italie, la Tunisie et la Libye. Elle permet d'évaluer le niveau de coopération entre les 4 pays en matière de coordination sécuritaire et de lutte contre la criminalité transfrontalière, en particulier la migration irrégulière et la traite des êtres humains, ainsi que l'efficacité des mesures opérationnelles prises lors de la précédente réunion. Le gouvernement a tenu hier sa réunion hebdomadaire. Les ministres ont entendu des communications liées à l'hydraulique, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale ou encore le tourisme. Le ministre ont entendu une communication du ministre de l'hydraulique concernant l'application des instructions du président de la République pour l'alimentation en eau potable à notre secteur et non des moindres l'enseignement supérieur qui devra faire sa mue vers l'excellence. L'université doit se transformer en instaurant des stratégies de performance basées sur l'expérimentation de la recherche, la stratégie et la formation continue. Le gouvernement a également poursuivi l'examen de l'avant-projet de loi modifiant la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite au profit des enseignants de l'éducation nationale. Il s'agit de la retraite anticipée et du calcul des barèmes de la retraite pour le corps enseignant. La justice donne des instructions pour lutter contre la spéculation dans le domaine de l'automobile. Répondant hier aux questions des députés, le garde des Sceaux a expliqué qu'un modèle en particulier est concerné. Lotfi Boudjamha répondait, je vous le disais, lors d'une question plénière à l'Assemblée nationale. J'ai ordonné d'envoyer une missive aux procureurs généraux afin de donner des instructions fermes pour lutter contre la spéculation sur le marché automobile, notamment concernant le modèle Fiat Doblo. Il y aura inévitablement des procédures strictes et la justice accompagnera les autres services de l'État pour la protection de l'économie nationale et du citoyen comme décidé dans le programme du président de la République. Toujours depuis l'Assemblée nationale, le ministre de l'Hydraulique a annoncé que son département s'apprêtait à dévoiler la charte de l'eau pour préserver cette ressource. Tahad Albel. Ce document constituera un cadre efficace visant à économiser et à préserver la ressource hydrique. Mon département ministériel veillera à ce que ça sera adopté et appliqué par le plus grand nombre de parties prenantes au niveau national, en prévision de son insertion dans leurs programmes et activités. La charte vise également à contribuer à la gestion efficace de l'eau pour limiter le gaspillage et en protéger la qualité, à la faveur de la mobilisation du secteur de tous les moyens pour faire face aux défis de la sécurité hydrique. La wilaya de Tiaret a longtemps souffert du manque d'eau. Les coupures pouvaient durer des semaines. Après le programme d'urgence décidé l'été dernier par le président de la République, une solution durable entrera en vigueur à compter du mois de mai. La correspondance de Houali Dili. En effet, alors que les habitants du chef-lieu de wilaya, soit près de 400 000 âmes, sont alimentés en eau potable à raison d'un jour sur 3, voire un jour sur 2 pour certains quartiers, la capitale du haut plateau de l'ouest du pays s'apprête à recevoir le précieux liquide en H24
avec la réception du projet de grand transfert d'eau à partir du bassin hydrographique de Djermaya. Cet important projet est destiné à alimenter en eau potable 19 communes de la wilaya, outre la ville de Tiaret, avec un volume d'eau transféré depuis 19 puits profonds sur 27 km jusqu'à la ville de Tiaret. Cette quantité d'eau estimée à 400 litres seconde vient renforcer les 35 000 autres mètres cubes jour puisés depuis la nappe phréatique de Chotchelgui, ce qui devrait couvrir largement les besoins de la wilaya en eau potable, avec la possibilité de voir le précieux liquide couler dans les robinets en H24 dès fin mai prochain ou plus tard. Ceci en attendant la solution considérée comme radicale, celle de l'eau de mer dessalée, pour soulager le déficit hydrique dont pâtit Tiaret et sa région depuis plusieurs années. De Tiaret, le Walid Elmi pour Algéchin 3. Le PDG du groupe Sonelgaz a reçu hier une délégation irakienne du secteur de l'énergie, conduite par le membre de la commission de l'énergie au Parlement irakien, qui a sollicité le soutien du groupe public à l'Irak dans le domaine de l'électricité et du gaz. Le groupe Sonatrach a annoncé le lancement d'une vaste campagne sur le terrain pour la détection et la réparation des fuites de gaz de méthane au niveau du complexe de liquéfaction du gaz naturel dans la wilaya d'Oran. Le Conseil de la Nation renouvelle son attachement ferme à la conviction selon laquelle la question du Sahara occidental ne saurait trouver de solution durable et juste que par l'exercice par le vaillant peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination à travers un référendum équitable et transparent sous la supervision et la responsabilité des Nations Unies. Dans un communiqué, le Conseil, sous la présidence de Salah Goudjil, considère que la confirmation par le département d'État américain de la position des États-Unis concernant la juste cause sahraoui constitue un écart par rapport à la légalité internationale, laquelle devrait être respectée de surcroît par un membre permanent du Conseil de sécurité. Le Conseil de la Nation estime que cette même position compromettra également les efforts internationaux visant à promouvoir des solutions onusiennes et à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime à l'autodétermination, s'appuyant sur la position de l'État algérien exprimée par le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger des affaires africaines rendu public hier par le Conseil. Hier, le Conseil insiste sur le fait que la question sahraoui est de nature juridique unique et incontestable. Le Mali, dans l'impasse à cause de la junte militaire, Assimi Goïta empêche effectivement la tenue des élections pour passer le pouvoir aux civils, entraînant une crise politique et constitutionnelle. Kalima Hasnaoui. Au Mali, la période de transition qui devait se terminer le 26 mars 2024 a été reportée d'une manière unilatérale et pour une période indéterminée par Assimi Goïta, le chef de la junte responsable du coup d'État de 2020 qui a évincé le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires au pouvoir s'étaient pourtant engagés à céder la place au pouvoir civil. Seulement une année après ces déclarations et ces assurances, ils sont toujours à la tête du pays. Aucun calendrier électoral n'a été communiqué. À Bamako, la gestion de cette transition par le putschiste Assimi Goïta est remise en question. Je vous propose d'écouter à ce propos le premier ministre de transition limogé, Choguel Koukala Maïga. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Avec le maintien de la junte militaire à la tête du Mali, le critère de la légitimité démocratique n'est pas garanti, ce qui compromet le respect même des droits de l'homme dans ce pays. Éclairage avec l'avocate française Olfa Oulet, spécialiste en droit international. Lorsque vous avez un régime démocratique, vous avez une adhésion forte aux instruments internationaux et notamment aux instruments qui sont relatifs aux droits de l'homme. Cela a été rendu nécessaire parce que on a considéré qu'il y avait un cercle vertueux entre la démocratie et le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, dans le cas du Mali, c'est absolument pas le cas puisque on a une junte militaire qui est restée au pouvoir, qui ne transfère pas le pouvoir aux civils. Cela pose évidemment une problématique en termes de débat et d'opposition. En tout cas, ça ne permet pas de considérer que le droit international serait respecté.
L'opposition malienne dénonce l'emprise grandissante de la junte militaire sur le pays qui subit les affres du terrorisme, un fléau face auquel ni Goïta ni sa junte n'ont réussi à gérer et ont plongé la population civile dans l'incertitude. À Raza, 15 civils palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés à l'aube dans des frappes de l'entité sioniste ciblant une maison dans la ville de Khan Younes et un groupe de civils dans la ville de Beit Lahia dans le sud ainsi que le nord de la bande de Raza. L'occupation a émis ce vendredi de nouveaux ordres d'évacuation forcés contre les civils de plusieurs quartiers de Zaytoun, Shoujahiya, Toufah dans la ville de Raza. De nouveaux massacres sont à craindre, relèvent les observateurs. Voici le témoignage de Ayman Al-Shaqa, analyste politique contacté par Kalima Hasnaoui. Je crois que les nouveaux ordres d'évacuation sont en continuité de plan israélien de créer cette zone tampon dans le pont de Gaza et d'évacuer le plus possible des terrains. Tout franchement, ils n'ont pas besoin de prétextes pour continuer leur massacre et ceci n'a pas arrêté depuis plus de 18 mois. Je crois que c'est la continuité de cette politique israélienne, cette stratégie de créer le zone tampon et vider le plus possible des terrains, juste rendre le pont de Gaza comme zone inhabitable, tuer le plus maximum des Palestiniens. Bien sûr, comme toujours, avec un silence total de la communauté internationale des pays arabes. La Chine a annoncé ce vendredi porter ses surtaxes douanières sur les produits américains à 125%, une nouvelle escalade dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis et qui continue de faire tanguer les marchés mondiaux. Le géant asiatique ne compte pas s'arrêter là et prévoit de saisir l'OMC. Que prévoit dans ce cas l'Organisation mondiale du commerce? Élément de réponse avec Hakima Kanal. Les règles générales de l'OMC sont claires. L'Organisation mondiale du commerce, elles sont basées en matière d'application des taxes sur l'égalité entre les membres et dans leurs échanges commerciaux. Parmi les principes qui dirigent le fonctionnement de l'OMC, la non-discrimination, un terme plus juste, l'OMC prône l'établissement des échanges progressifs, la prévisibilité, des décisions transparente, également la négociation préalable, la solidarité, également la non-discrimination. Alors les surtaxes douanières américaines sont-elles en contradiction avec les règles de l'OMC? L'administration Trump aurait utilisé la clause de l'OMC justement qui prévoit et qui permet à un État de prendre des mesures d'exception pour protéger son économie dans certains cas, mais selon les règles édictées par l'OMC, les États-Unis devaient au moins respecter des procédures de négociation, d'argumentation, d'exposer des preuves tangibles et de passer par le mécanisme de règlement des différends, le MRD, chose que les États-Unis n'ont pas fait. Alors, quelles sont les mesures que prévoit l'OMC ou les États touchés par ces taxes et surtaxes pour stopper leur application? Les USA sont membres fondateurs de l'OMC, ils siègent dans l'ensemble des organes, notamment dans le MRD, justement, mécanisme de règlement des différends. Qu'ils ont eux-mêmes saisi à maintes reprises pour porter plainte contre d'autres États. Cependant, ce mécanisme est bloqué pour plusieurs raisons. Ces procédures de règlement sont longues, bureaucratie, et puis surtout parce que l'organe d'appel qui équivaut à un tribunal est en panne par manque de juges depuis 2019. Enfin, le mécanisme de règlement des différends, déjà très contesté par les USA, s'avère être inutile et sans pouvoir. En fait, la seule action possible que peut engager le mécanisme à travers l'OMC, c'est d'autoriser les pays à appliquer la règle de la réciprocité et les États n'ont pas attendu justement l'OMC pour appliquer cette règle. Les cours du pétrole sont presque stables ce vendredi, le marché cherchant un nouvel équilibre après une semaine agitée par les droits de douane de la Maison-Blanche. Et avant des pourparlers sur le nucléaire prévus entre Washington et Téhéran, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a perdu à peine 0,13% et termine à 63,25 $. Son équivalent américain est aux alentours de 60 $. C'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue au monde. Elle touche plus de 12 millions de personnes. En plus de la génétique et du symptôme inflammatoire, on soupçonne les pesticides d'être à l'origine de cette maladie. Les traitements d'appoint sont disponibles en Algérie, nous dit le professeur Daoudi, chef de service neurologie au CHU de Tizi Ouzou. Il est au micro de Hassan Chamash. C'est une maladie qui touche un peu les sujets au-delà de la soixantaine, même si on commence à décrire de plus en plus de formes dites précoces, c'est-à-dire qui apparaissent vers l'âge de 50 ans. Donc d'abord, en Algérie, nous avons des thérapeutiques d'appoint. C'est l'objet en fait de l'intérêt qu'on va porter cette année pour la célébration de la journée mondiale
de la maladie Parkinson, c'est la disponibilité des traitements d'appoint, à savoir ces IMAOB. Non seulement ils augmentent l'efficacité puisqu'ils réduisent la dégradation de la dopamine dans le sang, ils réduisent ces fameuses fluctuations motrices, mais ils ont un effet neuroprotecteur, et c'est ça justement le mot magique ou clé dans cette thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils permettent de réduire le stress oxydatif induit par cette maladie, ils réduisent l'apoptose, c'est-à-dire la mort de ces neurones producteurs de neurotransmetteurs, ils réduisent toutes ces composantes de la neurodégénérescence. Le Congrès national de la chirurgie cardiaque est de retour après plus de 10 ans. La 14e édition se déroule ce week-end à Alger et les paramédicaux y sont conviés pour la première fois. Le professeur Khaireddine Roudoussi, président de la Société algérienne de chirurgie cardiaque, il est au micro de Soraya Roslan. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de congrès de chirurgie cardiaque. Il y a eu un très gros retard. Il y a la mise en place de ce congrès cette fois où on a invité donc nos amis et collègues cardiologues, où on a invité également nos amis et collègues anesthésistes réanimateurs. Et pour la première fois en Algérie, il y a un corps du secteur paramédical, en l'occurrence les perfusionnistes, qui participent à ce congrès. Et cet honneur est dû au fait qu'il y a eu une session de formation qui a été engagée par Madame la directrice de la formation au niveau du ministère de la Santé et qui aboutit à ce qui doit se faire cet après-midi, la remise à ces éléments qui exercent donc depuis 5, 10 ans, 15 ans pratiquement dans les services de chirurgie cardiaque, la remise de leur attestation. Et ce sont dans de ce vivier qu'on va utiliser donc une partie de cela pour être les futurs formateurs des perfusionnistes qui sont recrutés à partir d'ISP et avec 5 ans d'activité. Cette fois-ci, on a donné le numéro 1 de la revue de chirurgie cardiaque, quelque chose de remarquable également. 12h47 exactement sur Alger, chaîne 3, on arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. C'est un Bachar, bonjour. C'est la suite de la 22e journée de la Ligue 1, prévue cet après-midi avec 2 rencontres au programme à partir de 16h à Essochlef ES Sétif et à 17h Paradou AC MC Al Bayad. Hier, le Shabab Agadi de Belouizdad s'est imposé à Béchar face à la JS Sawara 3-1, tandis que l'ES Mostaganem et l'Olympique Aqbou se sont séparés sur un match nul, 1 but partout au classement général. Le Mouloudia d'Alger leader avec 41 points, suivi du Shabab Agadi de Belouizdad avec 40 points. Il y aura également cet après-midi du volleyball avec la 2e journée du tournoi play-off qui se déroule à Tlemcen. Le Wydad de Tlemcen, le Pokchlef, le Ouled Adouane et Castel Tnit Labed occupent conjointement la première place. Ça concerne les messieurs. Chez les dames, il y aura les quarts de finale de la Coupe d'Algérie avec à l'affiche Mash'al Baladi de Béjaïa, Seddouk volleyball, également du basketball masculin avec la suite de la 21e journée et féminin avec les 8e et quarts de finale de la Coupe d'Algérie et enfin du handball avec également la reprise des compétitions chez les dames après plusieurs semaines d'arrêt. La capitale, dans tous ses états et sous tous les angles, la wilaya d'Alger organise un concours photo, un marathon même, qui récompensera les 3 meilleurs clichés. Sida Ali Fares nous en dit davantage. L'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger a lancé la première édition du concours Alger Photographie Marathon sous le slogan « Célébrons la beauté et le patrimoine de la ville d'Alger à travers votre objectif ». Le commissaire de l'exposition, l'artiste photographe Riyad Ahmani, présentez-nous le marathon photo lancé par l'établissement Art et Culture. Donc c'est un marathon photo qui va se dérouler le 26, 27 et 28 avril de ce mois-ci à l'occasion du mois du patrimoine. Les candidatures sont ouvertes à tous les Algériens photographes, amateurs et professionnels. Ils doivent envoyer leur portfolio avant le 17 avril à l'adresse mail marathonphotoalger@gmail.com. Donc les 10 meilleurs photographes vont venir à Alger se concurrencer sur des sites historiques et touristiques que la wilaya d'Alger va choisir. Ils vont devoir prendre des photos sur chaque site. Par la suite, il y aura une exposition qui va mettre la lumière sur ces photographies de ces beaux sites d'Alger en matière de patrimoine et architectural et culturel et touristique. Ensuite, il va y avoir un concours sur ces 10 photographes. Donc 3 prix. Le premier sera de 200 000 dinars, le deuxième 150 000 et le troisième 100 000 dinars. Alors soyez nombreux à participer au concours Alger Photographie Marathon. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Mourad était à la technique, Nesrine à la régie d'antenne. Et tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.